Chers amis, bien le bonjour. Je profite d'un peu de répit qui m'est laissé par le temps, il s'est arrêté de pleuvoir, pour deviser avec vous sur un sujet important. Qu'est-ce que l'intelligence? Une des hypothèses de travail que j'ai, c'est que dans le monde qui se dessine, les personnes qui n'auront pas renoncé à exercer leur intelligence vont tirer leur épingle du jeu. Mais pour pouvoir exercer notre intelligence, il faut bien savoir ce que c'est. Le problème, c'est que, vous allez voir, les humains et peut-être les Français en particulier ont beaucoup de mal avec ça, ont beaucoup de mal à distinguer ce qu'est l'intelligence de ce qu'est une réflexion à vide. Et malheureusement, si vous voulez exercer votre intelligence, vous devez bien avoir compris ce que c'est. La première chose, c'est que je vous encourage vivement à faire ce que je suis en train de faire avec vous, à savoir vous partez avec un concept ou avec une question et vous essayez de développer une réflexion autonome dessus. Vous savez, je vous ai récemment fait une vidéo où je vous ai expliqué ce qu'était pour moi le sens et comment on traitait cette question de qu'est-ce que le sens, et on va faire aujourd'hui la même chose avec l'intelligence et vous devriez faire pareil. Vous devriez prendre des grands concepts, des grandes questions et développer votre réflexion dessus. Pourquoi je dis une pensée autonome? Parce que, vous savez, moi je suis un des premiers à vous dire que les réseaux sociaux, à vous dire que les smartphones, à vous dire que les ordinateurs, à vous dire que l'intelligence artificielle, ce sont de superbes outils qui peuvent nous permettre de gagner en pouvoir, de gagner en autonomie, de gagner en efficacité. Mais quand même, il ne faut pas non plus que ça devienne des doudous. Et quand vous êtes en train d'essayer de produire de la pensée, que vous avez 14 onglets ouverts, que vous êtes perdu entre différentes vidéos, que vous demandez à ChatGPT de vous mâcher le travail, vous n'exercez pas effectivement votre intelligence, d'où l'intérêt de vous aménager des petits espaces de réflexion, des petits espaces de déconnexion. Alors, on va maintenant aborder la question, à savoir qu'est-ce que l'intelligence? Et on va commencer par réfléchir à ce que l'intelligence n'est pas, et ça, j'ai vraiment beaucoup de choses à vous dire dessus, parce que j'ai été universitaire. C'est-à-dire que j'ai passé beaucoup de temps à l'université, et l'université, notamment dans les sciences humaines, c'est précisément le temple de là où on confond l'intelligence et l'intellectualisation. Et donc pour comprendre ce qu'est l'intelligence, je voudrais qu'on commence par distinguer ça de l'intellectualisation. Si vous voulez, les humains sont très forts, en tout cas sont très attirés par tout ce qui est un petit peu à contre-courant. Et on peut passer beaucoup de temps à avoir l'impression de penser, à avoir un certain plaisir à nous confronter à certaines idées, à défendre certaines idées, mais qui ne font absolument rien avancer. Je vais commencer à vous donner des exemples de ça, qui viennent de mon parcours à l'université, et puis ensuite je vais vous donner des choses très concrètes pour que vous puissiez commencer à exercer votre intelligence. Alors, premier exemple, dites-vous que là c'est vraiment des exemples, je vous les donne parce qu'ils sont marrants, mais derrière ça, il y a une réalité qui est pas seulement anecdotique. Il y a une réalité qui est beaucoup plus systémique, si vous voulez. Donc, quand j'étais doctorant, j'avais participé à une conférence en Macédoine. Et donc, dans cette conférence en Macédoine, il y avait pas mal de communication. Et il y avait un professeur renommé qui nous avait fait une conférence dont la conclusion était « Je suis un parasite, donc je suis ». Le gars avait passé 45 minutes à jouer avec les mots, à dire absolument n'importe quoi, et la conclusion de ses réflexions, c'était « Je suis un parasite, donc je suis ». C'était n'importe quoi, hein, et donc je vais essayer de vous reconstruire un petit peu son raisonnement, mais en gros il était parti du cogito de Descartes, et après plein de détours absolument inutiles et ridicules, il en était arrivé à des trucs du type quand vous êtes en train d'agir, quand vous essayez d'être productif, vous arrêtez de penser en fait, parce qu'on ne peut pas penser en étant dans l'action, donc la seule manière d'arriver à penser, donc à être, c'est d'être oisif, et donc en somme vous pourrez véritablement être humain, vous pourrez véritablement être si vous parvenez à être payé à rien faire. On en est là, hein. Il y a vraiment des gens qui développent ce genre de réflexion. Ça rejoint des choses qu'on vous envoie parfois dans le débat public du type le droit à la paresse, etc. Et c'est pas complètement fou, si vous voulez. C'est pas complètement fou de se dire, si vous avez complètement le nez dans le guidon, effectivement c'est plus difficile de se confronter à de grandes questions, mais tout mon travail et parmi les choses que j'essaie de partager avec vous, il y a quand même cette idée que c'est possible justement de parvenir à rentabiliser cette activité qui est le fait de penser, notamment si les pensées que vous avez sont utiles. Si les pensées que vous avez sont utiles, elles auront une valeur et vous pourrez être payé pour penser. Bref, en tout cas, premier exemple, un professeur nous a démontré, à grand renfort de philosophes français, Derrida, Foucault, toutes ces absurdités, nous a expliqué « je suis parasite, donc je suis ».
Autre exemple, j'ai dû participer un jour à une conférence dont l'intitulé était « Le fragile et le flou ». C'était un collègue qui avait organisé cette conférence et je lui avais fait l'amitié de participer à ça. Et puis au-delà de ça, c'est marrant, enfin voilà, c'est marrant de réfléchir à une question, de partager les résultats de votre réflexion face à vos collègues. Donc c'est pas un mauvais souvenir, vous voyez. Mais quand même, pourquoi est-ce qu'un chercheur est amené à se dire on va faire une conférence pour réhabiliter le fragile et le flou? Tout simplement parce que si vous demandez au commun des mortels, le solide, ça paraît quand même un peu mieux que le fragile, et puis le précis, ça paraît quand même un petit peu plus utile et intéressant que le flou. Mais donc justement, c'est là que vous voyez la mécanique de la pensée humaine. Les humains aiment tout ce qui ressemble un peu à un paradoxe. Tout ce qui va à l'encontre du savoir établi. Tout ce qui va à l'encontre des lieux communs. Il y a plein de trucs comme ça qu'on pourrait qualifier de baratin pseudo-profond. Vous voyez, le baratin pseudo-profond, c'est ces petits aphorismes, ces petites pensées, ces petites phrases, où vous écoutez ça et vous vous dites « Waouh, c'est profond ». Je sais pas moi, la vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie. Il y a un petit jeu comme ça intellectuel où on se dit génial, mais quand on y pense, non, moi je pense pas que la vie ne vaut rien, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire ça finalement? Est-ce que c'est si profond que ça? Donc en résumé, ça c'est un petit peu la beauté, mais aussi la malédiction de l'être humain, c'est qu'on est l'animal qui pense. Nous sommes l'animal qui pense et qui parle. Et pourquoi est-ce qu'on est l'animal qui pense et qui parle? Parce qu'on a une récompense qui se produit dans notre cerveau quand on commence à se dire tiens, c'est intéressant ça, tiens, ça c'est profond. Et c'est comme ça qu'on se retrouve à passer beaucoup de temps à réfléchir à des problèmes qui n'en sont pas et à déboucher sur des réflexions qui ne sont pas des solutions. Parce que voilà, imaginez qu'on arrive à réhabiliter le fragile et le flou. On se dit, en fait, le fragile et le flou, c'est génial parce que le solide et le précis, c'est quand même vachement patriarcal ou j'en sais rien. Est-ce que vous pensez vraiment qu'on peut faire une société humaine plus heureuse en érigeant en principe le fragile et le flou? Bref, tout ça pour que vous commenciez à comprendre ce qu'est une réflexion qui tourne à vide, pour que vous puissiez bien distinguer ça de ce que j'appellerais l'intelligence. J'ai lu pas mal de choses sur l'intelligence parce que j'ai eu cette chance à un moment, enfin c'est de la chance, c'est une opportunité que j'ai créée. Au moment où j'ai fait ma transition depuis le monde universitaire vers un travail d'entrepreneuriat, vers une vie plus indépendante, j'ai été financé par une application. Vous savez, les applications qui font des résumés de bouquins là. J'étais payé par une application pour produire des résumés de livres qui pouvaient être lus par les abonnés de l'application en une dizaine de minutes. Et moi, je m'étais dit, je vais en profiter pour apprendre des choses sur ce sujet qui est quand même intéressant, l'intelligence, notamment en rapport avec l'intelligence artificielle. C'est une question qui m'a toujours intéressé. Est-ce qu'il y a vraiment une menace de l'intelligence artificielle sur l'intelligence humaine? Et finalement, qu'est-ce que l'essence de l'intelligence humaine? Comment on pourrait la définir pour pouvoir la protéger? Et quand vous ouvrez des livres sur l'intelligence, eh bien, vous allez avoir plein de trucs du type attention, il ne faut pas être normatif, le QI ça ne veut rien dire, il y a aussi une intelligence musicale, ce que vous voulez. Donc vous avez beaucoup de gens qui vont vous écrire des livres pour surtout éviter de définir l'intelligence. Il faut surtout pas définir ce concept parce que si on le définit, on le normalise et on va faire des différences entre des gens qui sont intelligents et qui ne le sont pas. Et c'est une crainte qui est en partie légitime parce que si les tests de QI ont été développés au début, c'est pour pouvoir flécher les élèves. Et cet indicateur du QI, c'est quelque chose qui est français. Ça a été développé en France au moment où l'école est devenue publique, gratuite, laïque et obligatoire, parce qu'on se retrouve avec une population qui n'était jamais allée à l'école et c'était pas possible de les répartir en classes d'âge. Il fallait les répartir en classes de compétences. Et donc on peut se retrouver effectivement dans cette situation où parce que des personnes ont échoué un test, ils se voient empêchés d'accéder à certaines opportunités et si le texte était mauvais, on crée des injustices. Donc effectivement, dans tout ce travail qui consiste à surtout ne jamais définir l'intelligence, il y a quelque chose qui est noble et qui s'adosse à des vrais problèmes. Mais si vous n'avez pas de définition de l'intelligence, ça reste quand même très difficile parce que nous sommes toujours à la merci de confondre l'intelligence avec l'intellectualisation. Donc je vais vous donner la meilleure définition que je connaisse de l'intelligence. De mes lectures et de ma réflexion, ce qui ressort, c'est quand vous vous intéressez aux facultés humaines, des choses comme, je sais pas moi, l'empathie, la conscience et l'intelligence, vous avez beaucoup plus de chances de tomber sur des choses qui ont du sens si vous vous appuyez sur les travaux de psychologues mais qui ont un bagage en biologie et qui ont une approche évolutionniste. L'idée, c'est simplement de vous dire que l'architecture de notre esprit, c'est le résultat d'une sélection. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses qu'on aurait pu devenir
qui n'ont pas émergé, tout simplement parce que les personnes qui ont emprunté cette voie ont disparu et n'ont pas pu transmettre leurs gènes. Donc je caricature évidemment, mais comme ça vous avez une idée de ce que c'est qu'une réflexion évolutionniste. Et donc dans cette perspective, qu'est-ce que l'intelligence? Eh bien, l'intelligence, c'est tout simplement, il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin, la capacité à trouver une réponse adaptée à un problème. Donc si vous voulez faire marcher votre intelligence, vous devez faire tout simplement ça. C'est quels sont les problèmes que j'ai à l'heure actuelle, qu'est-ce que je pourrais faire pour les régler? Et le fait que vous soyez sur des problèmes concrets, ça ne veut pas dire que vous êtes bas de plafond, ça ne veut pas dire que vous êtes le nez dans le guidon. Non, ça veut dire que vous serez capable véritablement de mettre à l'épreuve votre intelligence. Parce que si vous faites un plan pour régler tel ou tel problème que vous avez dans votre vie et que vous vous rendez compte que le plan ne marche pas, c'est clair. En fait, c'est que vous avez pris une mauvaise voie, donc vous avez la capacité de progresser, vous avez la capacité de tester de nouvelles choses. Alors que si vous êtes un petit intellectuel, vous pouvez produire des mots avec votre bouche sans que jamais ça ne se heurte à du concret. Il n'y a absolument aucun problème à dire je suis un parasite donc je suis. À quel moment tu vas te cogner contre du réel? À quel moment le réel va te dire non, en fait, si tu es un parasite, peut-être que tu n'as pas choisi le bon chemin, il va peut-être au bout d'un moment falloir faire une mise à jour de tes idées et donc de tes comportements. Donc pour moi, la première chose que vous devez faire si vous voulez commencer à faire progresser votre intelligence, c'est tout simplement de vous demander là, aujourd'hui, qu'est-ce qui ne me satisfait pas dans ma vie? Quels sont les problèmes que j'ai? Et quand vous partez d'un problème concret et que vous commencez à faire des plans, que vous commencez à faire des listes d'étapes, eh bien là on est sur quelque chose qui est intéressant. Là vous avez une matière que vous allez pouvoir tester et mettre à jour à l'épreuve du réel. Et si je vous raconte ça, c'est en partie parce qu'il y a pas mal de gens qui me connaissent pour ma chaîne principale, la chaîne de rhétorique, et qui m'apprécient pour les mauvaises raisons. Qui se disent ah tiens, il m'a un petit peu secoué les méninges, ça m'a fait du bien, c'est pour ça que je l'aime. Et puis après, ils débarquent sur cette chaîne YouTube et ils se disent mais quoi, le gars parle d'entrepreneuriat, le gars parle de finance, c'est quand même un peu bas de plafond, je suis déçu. Et c'est important pour moi de parvenir à récupérer ces gens parce que tout ce que je dis sur ma chaîne principale, sur ma chaîne de rhétorique, c'est mais arrêtez de vous prendre le chou avec des analyses du discours. Voilà, on va analyser le discours de quelqu'un et puis on va dire tiens, ça c'est pas très bien, etc. C'est pas ça la finalité. La finalité, c'est d'être capable, vous, de faire des meilleurs discours. Pourquoi? Pour mieux porter vos projets et pourquoi pas, pour mieux monétiser votre savoir, pour mieux vendre vos produits. Parce que c'est ça qui vous rendra libre. Et surtout, c'est ça qui vous permettra de vous confronter au marché, d'avoir cet impact du réel, qui vous permettra de savoir si ce que vous produisez est effectivement utile aux autres. Mais le discours que je tiens ici est à peu près inacceptable, alors que tout ce que j'essaie de faire, c'est de les sortir de ce puissant fond de l'intellectualisation pour les connecter à l'intelligence. Et au fond du fond, pourquoi je fais tout ça? Parce que j'aime la France, parce que je suis patriote. Alors je sais évidemment, certains d'entre vous, et je vous embrasse, vous me suivez depuis la Belgique, j'aime beaucoup la Belgique, vous me suivez depuis le Canada, j'aime beaucoup le Canada, vous me suivez aussi depuis l'Afrique, depuis plein d'autres endroits, et c'est très bien en fait, parce que pour moi, si je suis capable de créer un écosystème, même international, avec des gens qui sont plus orientés vers ce qui compte, qui sont plus orientés vers l'efficacité, qui sont plus orientés vers le pragmatisme, tant mieux. On crée un écosystème qui va bénéficier à l'humanité, mais en priorité, ce qui compte pour moi, c'est de sauver la France de ce système qui a changé tant de gens en esclaves des aides sociales, en esclaves de l'État, en esclaves de l'administration, en esclaves du fonctionnariat, à grand renfort de petits intellectuels qui leur disent « je suis un parasite, donc je suis ». Ça pourra pas marcher. Cette voie de l'assistanat, c'est le meilleur moyen pour que notre pays s'enfonce toujours plus dans la dépendance et dans la perte de souveraineté. Et une des manières dont je me bats contre ça, notamment sur cette chaîne, c'est en diffusant cette idée que vous ne devez pas compter sur l'État pour votre retraite. Vous devez par vous-même vous constituer les moyens de votre subsistance présente et future. Pour ce faire, il y a 3 piliers. Le premier, c'est l'entrepreneuriat. Commencez à créer des choses qui partent de problèmes que vous avez vus chez vos concitoyens. Essayez de les vendre pour pouvoir régler ces problèmes et pour pouvoir améliorer la société en améliorant votre compte en banque. Deuxièmement, investissez, protégez un maximum de ce que vous êtes capable de gagner pour le mettre au service des entreprises. Entreprises qui en retour s'occuperont bien de votre capital. Vous savez comme d'habitude que vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise. Avec mon lien affilié, vous aurez 100 retraits de courtage remboursés, ce qui vous permettra d'ouvrir vos premières positions de façon tout à fait indolore. Et puis le troisième pilier, c'est de voter pour moins d'impôts. Il faut absolument diminuer l'ampleur de l'État. L'État, il y a 3 choses qu'il doit faire bien. Il doit s'occuper de la sécurité, de l'éducation, de la santé.
Tout le reste se fait aux dépens de notre capacité à entreprendre. C'est pas possible que les individus soient autant taxés, c'est pas possible que les entreprises soient autant taxées. C'est le meilleur moyen de faire que notre pays n'a plus d'économie. Donc si vous voulez arrêter d'être un pays vassalisé, il faut entreprendre, investir et voter pour moins d'impôts. Ceci étant dit, chers amis, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines news.